Hello les investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme. Et faut-il investir sur l'action Schneider Electric? Est-ce une des meilleures actions éligibles au PEA, sachant qu'il y en a très peu éligibles, que ce soit en France ou en Europe en règle générale. Les entreprises de qualité se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Donc dans cette vidéo, on va analyser ensemble beaucoup de points sur l'action Schneider Electric, que ce soit les résultats financiers, l'endettement, l'efficacité opérationnelle, mais aussi d'un point de vue stratégique, c'est important de s'y intéresser. On va voir ensemble plusieurs aspects stratégiques comme les barrières à l'entrée, les coûts de transfert, le branding, l'intensité concurrentielle. L'analyse stratégique est vraiment très complémentaire à l'analyse financière parce qu'on peut avoir des entreprises extrêmement rentables à un instant T, mais qui sur le plan stratégique sont limitées et qui peuvent voir leur business s'effondrer à court ou moyen terme. Donc je tiens à préciser que cette analyse d'entreprise n'est pas un appel à l'action. Je ne suis pas conseiller financier, pas encore du moins. Et c'est vraiment dans un but purement pédagogique que je fais cette vidéo pour vous montrer un peu la démarche que j'ai, qui m'est propre en fait. Donc prenez les informations qui vous semblent pertinentes. Et avant de commencer, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo, ça aide énormément au référencement. Et pour celles et ceux qui veulent se former sur la bourse, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, j'envoie toutes les semaines des conseils exclusifs, des analyses de boîte, de mon budget, des choses que je peux faire, des challenges intéressants au niveau des budgets. Le lien se trouve dans la description. Investir sur Schneider Electric, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on peut faire beaucoup d'argent dessus? C'est ce qu'on va voir ensemble dans l'analyse. Alors je tiens à vous préciser vous rappelez que les analyses sont assez longues. J'essaye de faire moins de 20 minutes, mais c'est pas un exercice facile parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et le premier paramètre, première chose qu'on va regarder quand on veut investir sur une action individuelle, pas sur des ETF, non, mais sur des actions individuelles, c'est l'activité. Que fait Schneider Electric? Alors, il y a deux pôles d'activité majeurs au sein de Schneider Electric. Le premier, c'est la gestion de l'énergie qui représente 70% du chiffre d'affaires. Et pour conceptualiser et pour vous donner un exemple concret, donc on imagine un bâtiment, une usine qui utilise de l'énergie, de l'électricité pour ces machines, pour ces appareils. Eh bien, Schneider Electric, ils vont mettre en place un certain nombre de dispositifs très technologiques pour gérer cette énergie de la manière la plus efficiente possible. Donc par exemple, ils vont mettre en place un système qui permet de réduire l'énergie consommée d'une machine quand elle ne fonctionne pas. Et de la même manière, pour des bureaux d'une entreprise, eh bien, ils vont mettre en place un certain nombre de systèmes pour que les lumières s'éteignent au moment où tous les employés quittent le bureau. Donc ça permet de faire de grosses économies d'énergie et ça représente 70%. Concernant l'automatisation industrielle, prends l'exemple d'une usine automobile où les pièces doivent être assemblées de manière précise et rapide, beaucoup de tâches répétitives et risquées, comme la soudure ou l'assemblage du composant. Eh bien, ce que va faire Schneider Electric, c'est qu'ils vont proposer des robots qui peuvent effectuer des tâches de manière plus rapide et plus précise et plus sûre que les humains. Et ça permet de réduire drastiquement les coûts et les risques liés au métier, comme des accidents de travail sur une chaîne de montage. Et grâce à ces dispositifs, donc l'usine, en l'occurrence un fabricant de voitures, eh bien, devient plus efficace, la production augmente, les risques d'accident, de blessures sont réduits et le coût de production baisse significativement, ce qui permet d'améliorer fortement les marges, parce que avoir des fortes marges, c'est le nerf de la guerre pour faire de l'argent et faire des bénéfices et récompenser les actionnaires comme il se doit. Donc la remarque que j'ai envie de faire déjà sur ces deux pôles d'activité, c'est que c'est très technologique, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose on va essayer de comprendre globalement, mais n'allez pas devenir un expert en gestion de l'énergie, à inventer un système qui réduit les coûts énergétiques ou un robot qui permet à Tesla de faire des économies sur les coûts de production. L'idée vraiment dans le stock picking, c'est de comprendre de manière globale ce que fait l'entreprise. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent sur Schneider Electric sans même comprendre en fait une seule de ses composantes qu'on vient d'énoncer. On va maintenant se poser plusieurs questions sur le positionnement stratégique de Schneider Electric afin de voir si elle a un avantage compétitif ou un moat, comme
dirait Warren Buffett, hein. Donc c'est une analyse qui est qualitative, pas quantitative, donc ça laisse sujet à interprétation. Comme dit, je n'ai pas la science infuse, hein, je ne prétends pas avoir la science infuse sur cette chaîne, hein, j'essaie juste de vous exposer des arguments factuels, qualitatifs et quantitatifs. Donc, au niveau de l'analyse stratégique, il y a plusieurs composantes à analyser. Et la première, c'est l'intensité concurrentielle. On va voir la concurrence qu'il y a sur les pôles d'activité, les domaines d'activité de Schneider Electric. Ensuite, le pouvoir de fixation des prix. La capacité d'une entreprise à augmenter fortement ses prix. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur des différentes analyses, hein, j'avais analysé Hermès, et c'est l'exemple même de du pouvoir de fixation des prix. Hermès, aujourd'hui, arrive à vendre des sacs à main à 300 000 euros, dites-vous. Donc là, on parle de fort pouvoir de fixation des prix, et on va se poser la question pour Schneider Electric. Ensuite, la régularité des revenus. Parce que dans un business, c'est important d'avoir des revenus constants et réguliers dans le temps. Si on prend l'exemple de ma chaîne YouTube, par exemple, il n'y a pas vraiment de régularité des revenus. Alors oui, il y a la publicité YouTube, mais à mon humble niveau et mes 3000, bientôt 3500 abonnés, on ne gagne pas des 1000 et des 100 avec la publicité YouTube. Pareil pour le livre. Le livre est vendu sur Amazon. Il y a beaucoup de trafic de temps en temps. Il y a des pics de vente à certains moments de l'année, notamment Noël, où j'ai vendu environ 160 copies. Mais il n'y a pas vraiment de régularité en mode tiens, je vais vendre 100 livres par mois. C'est en dents de scie et c'est assez. Comment dire, il y a une certaine saisonnalité là-dessus. Et enfin, pour le programme Bourse Freedom que je propose, il n'y a pas de régularité non plus parce qu'il n'est pas disponible à la vente. On ne peut pas y accéder à n'importe quand. Je choisis des plages horaires, des périodes dans l'année pour ouvrir les portes afin de pouvoir me concentrer sur les investisseurs qui arrivent. Donc voilà, je ne fais pas des ventes tous les jours. J'ouvre les portes de la formation tous les 4-5 mois. Et donc, si je devais investir sur mon propre business, eh bien, je n'investirais pas tout simplement parce que il n'y a pas cette régularité de revenus. Autre exemple d'irrégularité de revenus, j'avais vu un reportage sur des vendeurs d'aspirateurs à domicile. Donc, c'était des personnes qui étaient à leur compte et qui vendaient des aspirateurs Dyson. Ils faisaient le tour des patelins et des maisons pour vendre leur aspirateur à 2000 balles quand même, hein. Et je me suis dit, bah, c'est pas un super business quand même, parce qu'une fois que tu as vendu ton aspirateur, tu peux pas vendre d'autres choses à côté. Et donc, effectivement, tu vas faire quelques ventes à 2000 euros, mais à chaque fois, il faut retrouver des clients. Et le coût pour retrouver des nouveaux clients est très 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 élevé. C'est toujours plus simple de vendre à des clients déjà existants. Et c'est d'ailleurs une règle essentielle en marketing, hein, de pouvoir disposer, avoir une solide base de clients et de leur revendre d'autres produits et services. Donc on se posera également la question pour Schneider Electric. Ensuite, l'image de marque. Est-ce que les produits et services de Schneider Electric sont reconnus à l'international dans le monde? Sachant que c'est une grosse boîte, hein, qui est assez ancienne, hein, donc on se posera la question. Et enfin, les barrières à l'entrée, c'est une composante essentielle de l'analyse stratégique, parce qu'on va se poser la question de si un nouvel entrant qui a moins de capital et moins de moyens que Schneider Electric peut réussir à les concurrencer dans un horizon court, moyen terme. Maintenant, si on rentre dans le détail de la première composante, l'intensité concurrentielle, eh bien, il y a une forte concurrence, hein, sur le segment de l'automatisation énergétique et industrielle. De la part de grands groupes, hein, comme Siemens, je pense que vous connaissez tous. D'ailleurs, il y a le siège de Siemens qui est juste à côté de chez moi. Je leur rendrai peut-être une petite visite bientôt pour voir un peu ce qu'ils font. On a aussi ABB. Alors, je ne connais pas cette entreprise. Et Eaton, Eaton, qui sont positionnés également sur le segment de Schneider Electric. Donc, on n'a pas beaucoup d'acteurs en soi. C'est pas comme l'automobile où il y a 30-50 acteurs pour un segment particulier. Mais on a 3 gros acteurs qui essayent de se battre tant bien que mal pour grappiller des parts de marché. Donc,
L'intelligence artificielle me donne une note de 14 sur 20 pour l'intensité concurrentielle, 20 étant très peu de concurrence, aucune concurrence, et 0 étant énorme concurrence. Donc 14 sur 20, moi je pense que c'est une note qui est plutôt bonne pour Schneider Electric. Sachant que je le rappelle encore, hein, la concurrence c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que là où il y a de la concurrence, mais il y a aussi de la demande à satisfaire. Donc c'est pas un point qui m'alarme, et au contraire ça me rassure plutôt dans cette analyse. Ensuite, la deuxième composante, le pouvoir de fixation des prix. Schneider Electric a un bon pouvoir de fixation de prix de par son savoir-faire et ses innovations technologiques, mais aussi par la typologie de ses clients. En effet, elle vend des produits et services à des entreprises qui disposent de budgets colossaux pour, euh, pour réduire leur coût de production et leur coût énergétique et améliorer leur marge. Et quand tu permets à une entreprise d'être plus efficiente au niveau de ses coûts, eh bien, elle sera prête mécaniquement à augmenter, comment dire, à payer le prix fort pour tes services. Donc l'intelligence artificielle nous donne une note de 15 sur 20 qui est très justifiée, mais on n'est pas non plus sur des pouvoirs de fixation de prix similaires à Hermès, à Ferrari. Et c'est normal, hein, c'est pas du tout le même secteur, hein. Là, on est sur le secteur du luxe pour Hermès et Ferrari. Là, on est sur une entreprise industrielle technologique qui arrive néanmoins à facturer des prestations, des services à des prix élevés. Ensuite, la régularité des revenus. 17 sur 20, donc effectivement, hein, ce sont des solutions que Schneider Electric vend. Donc derrière ces solutions, il y a des abonnements, il y a aussi de la maintenance, hein, des techniciens, hein, des techniciens qui viennent sur place pour régler leur dispositif. Donc ça leur permet d'avoir des revenus réguliers, contrairement à des entreprises comme Ferrari ou un client qui arrive en concession, qui lâche 300 000, 1 million d'euros pour une voiture, il ne va pas revenir de sitôt, à part si c'est un fou furieux comme Andrew Tate, quoi. Donc solide régularité des revenus, 17 sur 20. Ensuite, l'image de marque, 16 sur 20. Donc Schneider Electric, c'est un acteur majeur, hein, au niveau de l'efficacité énergétique et de l'automatisation industrielle, reconnu dans le monde entier. Si vous allez dans n'importe quelle entreprise, chaque PDG dira qu'il connaît Schneider Electric ou qu'il a déjà utilisé ses services. Donc ça nous donne un petit 16 sur 20 qui est une bonne note. Et enfin, les barrières à l'entrée. Et là, c'est très intéressant. On se pose toujours la question, est-ce que vous et moi, investisseurs minimalistes, on peut concurrencer Schneider Electric sur un horizon court et moyen terme? Et la réponse est non, parce qu'il nous faudrait énormément de capital, énormément de savoir-faire aussi en termes technologiques pour les concurrencer. Donc le business est bien verrouillé à ce niveau-là. Il y a d'énormes douves devant le château Schneider Electric, ce qui nous donne une note de 18 sur 20. Si on fait la moyenne de toutes ces notes, on arrive à une note globale de 16 sur 20, qui correspond à une mention très bien en bac finalement. Et petit disclaimer, hein, moi quand je fais ces analyses stratégiques avant d'investir sur une entreprise, hein, j'investis pas en dessous de 16 sur 20 pour la partie stratégique, parce que en dessous je considère que c'est trop risqué et qu'il y a forcément une de ces composantes qui est défaillante. Si on prend l'exemple de Air France, eh bien Air France, au niveau de pouvoir de fixation des prix, on est sur du 11 sur 20. Je viens de le faire parce que forcément, des clients de Air France, enfin les clients les voyageurs qui veulent prendre l'avion pour aller, je sais pas où, à New York et compagnie, ils sont toujours à la recherche des prix les plus bas, et c'est des business que j'évite à chaque fois. Là où il n'y a pas de fixation des prix, j'y vais pas. Allons maintenant dans le cœur du réacteur et étudions les finances de Schneider Electric. Donc là, ça va être vraiment une analyse de geek, hein. Pour les personnes qui ne sont pas trop familières, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Les finances, moi, c'est quelque chose que j'adore analyser. Ça me repose d'essayer de mettre bout à bout des chiffres et de tirer des conclusions. Donc ce qu'on va regarder, nous, c'est des performances financières de Schneider Electric. Donc le chiffre d'affaires, les résultats d'exploitation avec toutes les marges, mais aussi l'endettement. Parce qu'effectivement, on peut faire beaucoup de chiffres d'affaires, mais avoir un endettement colossal qui plombe totalement les finances de l'entreprise. Et après, ça se répercute sur le cours de bourse et sur le dividende versé. Donc on va regarder ces deux composantes sur Coifin. Il y aura beaucoup d'indicateurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça vous donnera une idée globale. Voilà, maintenant que je vous ai assommé avec le jargon stratégique, je vais vous assommer avec le jargon financier. Donc le total, on va regarder toutes les composantes essentielles
des finances de Schneider Electric. Donc on regarde dans un premier temps le chiffre d'affaires, donc total revenu. Et là, donc on peut voir effectivement que depuis sur un horizon long terme, hein, depuis 2000, on a une tendance haussière, mais ça suffit pas. On va regarder le pourcentage d'augmentation. Donc aujourd'hui, on est en 2025, donc on va regarder sur 10 ans ce que ça nous donne. Donc on peut voir que le chiffre d'affaires en moyenne a augmenté de 3,82% tous les ans. Et honnêtement, il y a déjà, pour moi, il y a un petit problème de croissance du chiffre d'affaires. À mon avis, Schneider Electric a déjà ses clients, il est très bien implanté dans son secteur, il a du mal à avoir de nouveaux clients, à vendre plus de prestations parce que c'est un business physique donc qui est fortement limité par la place et par le nombre de clients. C'est pas forcément le cas d'entreprises comme Visa et Mastercard hein, qui ont une espèce de réseau monstrueux de paiement, de plusieurs trillions de transactions tous les ans. C'est pas le cas de Schneider Electric, donc moi c'est déjà un petit red flag à ce niveau-là, cette croissance du chiffre d'affaires. Néanmoins, on va continuer l'analyse. On va regarder maintenant l'EBITDA, donc le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, c'est quoi? C'est les revenus auxquels on retranche les dépenses courantes, les dépenses opérationnelles, comme les salaires, les machines, les consommables, tout ce qui est afférent à l'activité. On va le retrancher aux revenus et ça nous permet de voir si au niveau de son activité, Schneider Electric est rentable. Donc regardons maintenant l'évolution de l'EBITDA. Je vais cacher les revenus. On peut voir aussi, hein, pareil que le revenu, hein, que les chiffres d'affaires, qu'on a une belle augmentation à long terme. Et c'est ce que j'aime bien regarder, hein. Moi, je ne regarde pas sur les trimestres, hein, je regarde vraiment sur 10, 15, 20 ans, quelle est la tendance. Et plus la tendance est prononcée à la hausse, et plus elle a de chances de perdurer. Regardons tout de même le pourcentage d'augmentation depuis 2015. On peut voir que en 2015, l'EBITDA a augmenté en moyenne de 7,43%. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça a augmenté plus fortement que le chiffre d'affaires. Ça signifie que plus les années passent et plus Schneider Electric devient efficiente dans son business, qu'elle arrive à réduire ses coûts en gardant le même niveau d'activité. Donc là, c'est plutôt un bon point. Et encore une fois, quand j'investis personnellement sur des actions individuelles, moi j'attends une croissance forte de l'activité, mais aussi une excellente gestion opérationnelle. Là, on a juste la gestion opérationnelle pour Schneider Electric. Regardons maintenant l'évolution des bénéfices hein, de Schneider. On regarde le diluted net income, l'augmentation. Est-ce que sur un horizon long terme, on est haussier? Alors oui, effectivement, on peut voir que depuis 2001, on est sur une belle hausse, mais que entre 2015 et 2023, fin 2023, l'exercice 2023, on est sur une augmentation de 15% en moyenne du bénéfice. C'est colossal. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment fait du ménage dans leurs coûts et dans leurs charges. Sachant que le net income, hein, ça prend en compte les charges opérationnelles et toutes les charges non opérationnelles comme la charge financière, les impôts, les taxes, les provisions, les procès. Donc on peut voir qu'ils ont fait un gros effort à ce niveau-là, au niveau de l'efficience. 15% d'augmentation des bénéfices par an, c'est énorme et normalement on devrait pouvoir avoir une petite surperformance grâce à ça. Passons maintenant aux différents indicateurs, hein. Je ne vais pas tous les faire sinon ça va être un peu long. On va regarder l'EBITDA margin, donc c'est la marge opérationnelle de l'activité en pourcentage. Moi j'aime bien être au-dessus des 15%, donc là on peut voir que sur l'exercice 2023 on est sur du 18. Ce qui va nous intéresser c'est d'avoir une moyenne, hein, parce que sur une année, bon, c'est beau effectivement, mais il faut avoir une petite moyenne. Donc on va aller là, Statistics Bands, et on va regarder la médiane sur cette période. Donc on peut voir que la médiane de l'EBITDA margin, elle est à 16,42%, ce qui est au-dessus des 15%. Continuons donc sur le net income margin. Net income margin, c'est le pourcentage de ce qui reste à l'entreprise une fois qu'elle a déduit toutes les charges. Et là, il y a un tout petit problème, même si on a une belle augmentation des bénéfices. On voit que la moyenne de la marge nette sur cette période-là, elle est à 8,69%. Alors oui, c'est effectivement c'est ce que veut l'activité, hein. C'est une activité avec beaucoup de coûts fixes, mais disons que à ce niveau-là, moi j'y vais pas. Je préfère aller, je prends toujours des net income margins supérieurs à 15% pour avoir de la marge justement, et que l'entreprise ait la capacité à générer des bénéfices de manière durable dans le temps. Donc là, c'est encore un tout petit red flag. Regardons maintenant l'endettement.
Donc pour l'endettement, on peut déjà regarder un indicateur que beaucoup d'investisseurs scrutent, donc c'est le gearing ratio, donc c'est l'endettement sur capitaux propres. Moi j'aime bien être en dessous à chaque fois des 50%, donc là on peut voir qu'on l'est sur l'année, l'exercice 2023 on y est. La médiane, qu'est-ce que c'est? Donc la médiane là-dessus, on est sur un 32% en moyenne de gearing ratio, donc un bon niveau d'endettement qui permet d'avoir de la marge au niveau de l'activité de l'entreprise et de générer des bénéfices dans le futur. On peut aussi regarder le net debt to EBITDA, qui est un bon indicateur que j'ai rajouté à la méthodologie il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas l'expliciter, mais disons que sur cet indicateur, on essaye d'être en dessous de 3 à chaque fois. Donc là, on est sur un net debt de 1,5, donc c'est un très bon niveau d'endettement. Donc si on fait un petit bilan de ce qu'on vient de voir, on a une entreprise qui est efficiente, qui est très bien gérée, avec un très faible niveau d'endettement. Après, le seul problème, c'est la croissance des revenus qui, à mon sens, est beaucoup trop faible. Donc pour ces raisons, voilà, moi je me positionne pas personnellement sur Schneider Electric. À vous de vous faire votre avis, dites-le moi dans les commentaires. Et pour terminer cette analyse, on va regarder ensemble les performances boursières de l'entreprise sur 10 ans ainsi que son dividende pour voir pourquoi est-ce qu'on l'achète. Est-ce qu'on l'achète pour faire des plus-values ou est-ce qu'on l'achète pour pouvoir percevoir une source de revenus passifs, des revenus passifs via les dividendes? Je vous propose qu'on aille tout de suite sur Snowball Analytics. Donc on va taper Schneider Electric dans la barre de Snowball. Très bon logiciel si vous voulez essayer. Alors, moi, il y a un lien dans la description. Donc on va regarder Schneider Electric. Voilà, on va prendre l'action française cotée à la bourse de Paris. Donc là, on peut voir différentes informations. On va déjà regarder le dividende. Donc Snowball nous donne une note de 78 sur 100, qui est une excellente note. Donc là, il classe le dividende de Schneider comme safe. Mais ça ne suffit pas. On va regarder le rendement sur dividende. Donc 1,43%, c'est un rendement qui est très faible. Donc autant vous dire que vous ne pourrez jamais vivre des dividendes de Schneider Electric, à part si vous avez 1 ou 2 millions posés dessus. Je pense qu'il y a personne sur cette chaîne qui a 2 millions à mettre sur Schneider. Par contre, on peut très bien se dire, oui, bon, si Schneider Electric augmente son dividende, peut-être qu'au bout de 10 ans, on peut avoir un rendement intéressant et pouvoir en vivre. Donc là, il faut regarder l'augmentation moyenne du dividende. Moi, j'aime bien regarder l'augmentation sur 5 ans. Donc, on est à 8% d'augmentation du dividende sur 5 ans. Et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut viser des augmentations supérieures à 12-13%, comme c'est le cas pour Visa, United Health et Snap-on, quoi. Donc au niveau du dividende, on va pas pouvoir gagner notre vie. Par contre, en termes de performance boursière, là on va se poser la question parce qu'il y a un petit sujet sur Schneider Electric. Donc on va aller dans Tools, Portfolio Lab, voir la performance de Schneider par rapport aux indices. Schneider Electric, voilà. On va mettre 100% de notre patrimoine dessus, même si je vous déconseille de faire ça, les amis. Test allocation, et on va regarder la performance depuis 2014. Admettons qu'on ait mis 10 000 € dessus. Qu'est-ce que ça nous donne? On va comparer cette performance avec le S&P 500. Calculate. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le S&P 500 est au-dessus en termes de performance de Schneider Electric. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de se positionner là-dessus? En vrai, je ne pense pas. Je ne le ferai pas personnellement. Pourquoi se positionner sur une entreprise individuelle alors qu'on peut avoir la même performance quasiment avec un indice? On peut tout de même comparer la performance de Schneider par rapport à son marché de référence, à savoir le CAC 40. Donc, on ne va pas mettre S&P 500, on va mettre CAC 40. Calculate. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, oui, effectivement, que Schneider surperforme totalement le CAC 40 ou le CAC 40, moi, comme je l'appelle. Oui, donc avec les 10 000 € investis en 2014, 10 ans après, vous auriez un capital de 52 000 € avec Schneider contre 25 000 € pour le CAC 40. Donc oui, effectivement, Schneider surperforme le CAC 40, mais sous-performe légèrement le S&P 500.
Conclusion de cette analyse sur Schneider Electric, c'est un bon business, honnêtement. Il y a de la technologie derrière, il y a de la récurrence de paiement, très bon positionnement stratégique. Les finances sont bonnes, mais elles sont pas excellentes et c'est pour ça qu'on a cette sous-performance par rapport au S&P 500. Le dividende, bah, on peut pas en vivre à part si on a hérité de maman, de tante Jacqueline de 3 millions d'euros. Donc mon avis, il est assez mitigé sur Schneider Electric. C'est une bonne entreprise, mais c'est pas une excellente entreprise. C'est ce que vous devez essayer de viser, à mon sens, hein, quand vous faites des actions individuelles, c'est de viser d'excellentes entreprises qui soient excellentes à tous les niveaux, du positionnement stratégique aux finances, en passant par la performance boursière. Essayez à chaque fois d'avoir des entreprises qui surperforment légèrement les indices. Sinon, gardez plutôt cet argent pour mettre sur de l'indice et pas vous prendre la tête. Un petit DCA, ça fera très largement l'affaire. Et comme toujours, si vous souhaitez vous former sérieusement à la bourse et recevoir des conseils exclusifs, eh bien vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je partage des astuces toutes les semaines et vous aurez en cadeau une formation de 3 jours pour apprendre correctement les bases de la bourse. Le lien est en description. Et sinon, bonne journée, bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt pour de nouvelles. Et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite d'excellentes aventures financières. Ciao, ciao les investisseurs.